Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Web Live by MG. Nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure. On a 5 minutes de retard parce qu'on avait perdu notre correspondant qui est au bord du lac, comme vous pouvez le voir. C'est Patrick Douin. Bonjour Patrick. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Alors Patrick est en direct de la Ravoire. On pourrait croire que tu es en direct du Bourget du Lac, mais pas du tout, hein. C'est vrai, c'est Il y a vrai. une personne derrière Tout toi, à fait. fais attention. Bon, c'est une petite pointe d'humour. On va redevenir sérieux. Déjà, merci d'avoir répondu présent à cette invitation d'MG, puisque vous êtes plus de 300 inscrits. Et à mes côtés, comme d'habitude, Eric Truchet, le PDG du groupe MG. Comment ça va? Très bien. Bonjour Laurent. Donc, est-ce que vous payez des impôts, Eric? Ah bah écoute, malheureusement, si tu veux, comme je dis souvent aux clients, quand on paye des impôts, c'est que quelque part tout va bien, donc on est C'était pour obligé vous d'en payer un titiller petit peu. et commencer dans la joie et la bonne humeur, parce que quand on parle d'impôts en général, c'est pas toujours très réjouissant. Alors, pour apporter un sourire supplémentaire à cette émission et surtout des bonnes convictions, nous avons Christelle Chalandard. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes manager des équipes du département meublé. Oui. C'est une équipe de combien de personnes que vous avez? Alors aujourd'hui, les meublés, c'est une équipe de 34 collaborateurs pour plus de 25 000 clients. Je vous rappelle que Patrick Douin, mais vous le savez tous, vous qui êtes chez MG, c'est l'associé en charge du département MG, location meublée. Et il est, paraît-il, incollable. Vous pouvez bien Merci, sûr Laurent. continuer à poser vos questions. Elles ont été en amont très très riches. On vous en remercie. Vous avez été vraiment très participatif. Ça veut dire que le sujet est vraiment important puisqu'il nous reste que quelques jours pour faire nos déclarations grâce à MG. Exactement Laurent, plus que quelques jours jusqu'au 30 juin, effectivement, donc toutes les équipes sont à pied d'œuvre. Et c'est vrai qu'un sujet effectivement particulièrement d'actualité, puisqu'effectivement, réduire ses impôts, c'est quelque chose qui fait écho à beaucoup d'entre nous et sur lequel, effectivement, grâce à la location meublée, on a un levier significatif. J'en profite juste pour remercier, puisqu'aujourd'hui, on a des auditeurs relativement exotiques de Londres, Hong Kong et Montréal. Voilà, avant les vacances, Montréal, ça fait un petit peu rêver, Laurent. Oui, donc un côté international. On remercie aussi le service communication d'MG qui est en ligne avec nous pour bien sûr rebondir avec vos questions en direct. Alors en cette période fiscale, vous nous annoncez pouvoir réduire nos impôts, ça nous intéresse tous, mais est-ce que vous ne vendez pas un peu de rêve, Patrick? Non Laurent, ce n'est pas vraiment du rêve. En matière de location, nous avons aujourd'hui de vraies solutions pour vous permettre de payer moins d'impôts. Évidemment, nous n'allons pas gommer la totalité de votre fiscalité, mais grâce à des solutions, des revenus liés à des revenus du patrimoine, vous pourrez gagner en fiscalité. Très bien, Christelle, on va rebondir. Qu'est-ce qu'on entend par location meublée? Alors Laurent, quand on parle de revenus fonciers, il s'agit de location nue. Comme vous le savez, aujourd'hui, la location nue, c'est la location la plus courante. C'est un régime qui est relativement facile, mais par contre, il est fortement taxé puisque le propriétaire doit payer des impôts sur son résultat selon sa tranche d'imposition et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la location en revenus fonciers, c'est facile, c'est la plus courante, mais c'est la plus taxée. Et la vraie solution, c'est la location meublée. Patrick, on peut rajouter quelques précisions tout de même? Bien sûr, aujourd'hui, la location meublée se développe de plus en plus. Elle se développe de plus en plus, mais pas simplement dans nos belles montagnes, régions touristiques, mais également en ville. On a plus en plus de gens aujourd'hui qui mettent en place des systèmes de colocation. Donc ça fonctionne très très bien. Je pense aussi aux résidences gérées, les EHPAD, les résidences étudiants, les résidences seniors. Et il y a de plus en plus de propriétaires aujourd'hui qui utilisent les plateformes comme Airbnb, Abritel et d'autres. Donc on voit bien la différence entre la location en revenus fonciers et la location en meublé. Mais comment peut-on baisser ses impôts? C'est la question qu'on se pose, Eric, quand même. En fait, fiscalement, d'un point de vue très pragmatique, on parle d'un régime réel. Donc le régime réel, l'avantage majeur par rapport à des revenus fonciers, bien évidemment, on va déduire tous les frais qui sont liés à cette location, mais en plus, on bénéficie de la déduction d'un amortissement fiscal. Un amortissement, alors on peut en savoir un petit peu plus parce que là, vous devenez vraiment très expert comptable dans l'âme. Oui, c'est vrai que l'amortissement, c'est un terme un peu particulier. En fait, quand on parle d'amortissement, on parle d'une déduction fiscale qui est calculée par rapport à la valeur du bien et qui est étalée dans le temps. Et comme le disait Eric, les propriétaires, quand ils font du meublé, ils optent pour le régime réel simplifié, qui est le plus avantageux. Et cela leur permet de déposer une déclaration spécifique aux revenus meublés, donc dans laquelle on va déclarer les loyers de l'année,
les charges liées à la location, donc par exemple les intérêts, assurance sur prêt, les charges de copropriété, les commissions d'agence, l'assurance, vraiment toutes les charges liées à cette location et ce fameux amortissement. Et grâce à ces déductions, on va pouvoir avoir un résultat d'activité qui la plupart du temps est déficitaire. Et qui dit déficit, dit pas d'impôt sur les revenus locatifs. Et il est imputable ce déficit sur les impôts ? Alors non, c'est la particularité du déficit de location meublée non professionnelle. Il n'est imputable qu'à des revenus de même nature, c'est-à-dire que le propriétaire ne pourra pas le déclarer dans sa déclaration de revenus sur ses salaires. Par contre, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir être mis de côté, on va le cumuler d'année en année et il viendra s'imputer à de futurs bénéfices. Avec l'amortissement, qu'est-ce qui se passe en cas de revente, Eric? Si j'ai amorti mon bien pendant des années, je risque d'être fortement taxé sur ma plus-value. Alors, pas du tout, puisqu'en fait, dans le cadre de la location meublée, c'est l'une des particularités fiscales de cette option et ce régime réel qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on reste dans ce qu'on appelle le régime des particuliers en matière de plus-value. Et notamment, ce qui veut dire qu'on est sur une durée de détention pour les exonérations fiscales et que le fameux amortissement qu'on évoquait tout à l'heure, qui permet effectivement de générer un déficit tous les ans sur sa déclaration d'impôt dans le régime des catégories B et C non professionnelles, effectivement, il n'est pas impacté dans le cadre de la plus-value. Donc vraiment, votre plus-value n'est que la différence entre votre prix de cession et votre coût de revient ou votre prix d'achat du bien, défalqué sur cette plus-value du nombre d'années de détention, comme pourrait le faire tout particulier propriétaire individuel. Et en plus, au bout de 30 ans, on a une exonération totale d'impôt sur le revenu à 19% et de CSG à 17%. Il me semble également avoir entendu dire que les loueurs pouvaient être exonérés de d'IFI. Vous pouvez m'en dire un peu plus, Eric ? Alors l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, plus communément, je dirais appelé l'ISF, le nouvel ISF, l'impôt sur la fortune. Donc c'est vrai qu'il y a un régime particulier avec effectivement des conditions spécifiques à remplir, quoi qu'il en soit, où là on se positionne plutôt en tant que loueur en meublé, non pas non professionnel, mais loueur en meublé professionnel. Et effectivement, à partir du moment où on remplit les dites conditions, on peut être exonéré sur les biens soumis à cette location meublée professionnelle d'impôt sur la fortune immobilière. Quelle est la différence entre le loueur en meublé non professionnel et le loueur en meublé professionnel, Patrick? Alors, depuis le 1er janvier 2020, la législation a changé. Aujourd'hui, pour atteindre le statut de loueur en meublé professionnel, il faut respecter deux conditions. La première, que les recettes locatives, que le chiffre d'affaires locatif soit supérieur à 23 000 €. Et la deuxième condition, que ces recettes locatives soient supérieures aux revenus professionnels du foyer fiscal. Si on atteint ces deux conditions, on a l'avantage d'exonération d'IFI, comme Eric vient de le préciser, mais on a également le deuxième avantage d'exonération des plus-values professionnelles si on garde l'activité pendant plus de 5 ans. Alors on a eu beaucoup d'interrogations sur la TVA et Christelle, je pense que vous pouvez répondre. Est-il possible en tant que particulier de louer un bien et d'être assujetti à la TVA? Et oui Laurent, c'est tout à fait possible, mais plus particulièrement dans une location de courte durée, donc je dirais en zone touristique. Alors aujourd'hui, on peut être assujetti à la TVA, soit en proposant son bien à la location et en offrant des services para-hôteliers, soit en louant avec un bail commercial et une société de gestion. Le principal avantage de cet assujettissement à la TVA, c'est que le propriétaire va pouvoir récupérer la TVA sur acquisition lors de l'achat d'un bien neuf. Et je voudrais juste préciser au niveau des services para-hôteliers de quoi il s'agit. En fait, pour être à la TVA lorsqu'on fait de la location para-hôtelière, il faut pouvoir proposer au moins 3 services parmi les 4 suivants. Donc, qui vont être l'accueil du client. On peut même faire un accueil qui n'est pas personnalisé via un boîtier de clés. Il faut également pouvoir proposer la fourniture du linge de maison, la fourniture du petit déjeuner et le ménage régulier. Alors juste une chose, quand on parle de ménage régulier, il s'agit d'un ménage quotidien et tout comme à l'hôtel, le locataire pourrait demander chaque jour un ménage de son bien, de son appartement. Et Patrick, comme l'indique Christelle, la deuxième solution, c'est le bail commercial pour être assujetti à la TVA. Le bail commercial, ce sont les propriétaires qui investissent dans des résidences gérées, résidences de tourisme,
résidence étudiante, résidence senior ou EHPAD, et qui signent un bail commercial de 9 ans avec un exploitant. Ils peuvent donc récupérer la TVA et bénéficier d'un loyer garanti sans charge. Et quelle est la différence avec une location meublée classique, Patrick? Alors, il n'y a pas, au niveau de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de différence. On va pouvoir, comme l'indiquait Christelle tout à l'heure, déduire tous les frais, déduire les intérêts de prêt, assurance, les amortissements, on pourra tout déduire. La seule différence, c'est qu'au final, on va pouvoir récupérer la TVA sur l'acquisition, qui n'est pas neutre aujourd'hui, puisqu'on a une TVA à 20%. Donc, on la récupère au moment de la livraison. Donc, c'est quand même un avantage pour l'investisseur. Alors Eric, pour bénéficier de cette récupération de TVA, il faut s'engager sur 20 ans quand même. Alors, ce n'est pas l'engagement sur 20 ans. C'est-à-dire que la TVA que vous allez récupérer à l'achat, elle va être définitivement acquise au bout de 20 ans. Je précise, c'est que si vous étiez amené à revendre le bien avant un délai de 20 ans, vous seriez amené à reverser les 20e restantes à récupérer par rapport à tout ce que vous avez pu récupérer à l'origine. D'ailleurs, on prend l'exemple d'un propriétaire qui a loué son bien avec service para-hôtelier pendant 12 ans. Si au bout de 12 ans, il décide d'arrêter la location et de reprendre ce bien comme résidence secondaire, eh bien, il devra reverser 8/20 de la TVA qu'il a récupérée lors de l'acquisition. Patrick, comment fait-on pour récupérer la TVA? Alors, c'est une bonne question, Laurent. Depuis de nombreuses années, on a mis en place un process entre les promoteurs, les notaires et les services fiscaux. Donc, le propriétaire va signer son acte chez le notaire. Le notaire va nous transmettre les documents. On va immatriculer le propriétaire auprès des services fiscaux de la résidence qu'il va louer. Ensuite, on va déposer une demande de remboursement de TVA. L'administration va traiter le dossier et remboursera cette TVA sur le compte du propriétaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au cabinet, on gère à peu près dans l'année plus de 2000 demandes de remboursement de TVA. Alors, on a de nombreuses questions pour des propriétaires de studios, que ce soit à Chambéry, Aix-les-Bains, on a eu beaucoup de retours là-dessus, qui nous demandent comment on peut faire pour réaliser de la location de meublés, ou si c'est seulement réservé à des investisseurs qui ont un peu plus de budget et de biens. Non, alors ça, c'est pas du tout réservé aux gros investisseurs. On peut être propriétaire d'un studio en ville, d'un chalet à la montagne, d'une villa à la mer ou de plusieurs appartements. Ce n'est vraiment pas la valeur qui va déterminer le statut, mais c'est le fait de proposer à la location un bien qui est meublé. Et c'est ça qui va permettre aux propriétaires de bénéficier de tous les avantages de cette fiscalité. Aujourd'hui, finalement, ça permet aux propriétaires de se créer un patrimoine en limitant l'imposition sur les revenus locatifs. Est-ce qu'on peut l'envisager en SCI, Eric? Alors, la SCI, c'est toujours la fausse bonne idée. C'est-à-dire que la SCI, on se dit toujours, la majorité des gens font de la location meublée en nom propre, en indivision, monsieur, madame, voilà. La SCI, on dit, et pourquoi pas une SCI? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben non, c'est la fausse bonne idée, comme je le disais juste avant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez faire de la location meublée dans le cadre d'une SCI, vous allez être de plein droit, c'est-à-dire automatiquement, sans possibilité de retour en arrière, soumis à l'impôt sur les sociétés. Ce qui fait que tous les ans, votre résultat, bénéfice ou déficit, peu importe, sera soumis à l'impôt sur les sociétés. Jusque-là, j'ai envie de dire, bon an, mal an par rapport à l'impôt sur le revenu, ça devrait être à peu près la même chose, puisqu'on a dit juste avant qu'on faisait normalement du déficit. Quoi qu'il en soit, la problématique, elle est à la sortie. C'est qu'à la sortie, je vous rappelle qu'on a dit juste avant qu'on était dans le régime des plus-values des particuliers, donc exonéré totalement au bout de 30 ans, alors que là, on se retrouve dans un régime totalement différent, où effectivement, on va avoir une plus-value qui va être calculée sur le prix de vente, moins le prix d'achat, moins les amortissements qu'on vient de déduire. Donc effectivement, une plus-value lourdement taxée, et qui plus est, on peut considérer bon an, mal an, alors c'est un calcul grossier, mais qu'aujourd'hui, si j'étais amené à revendre quelque chose dans le cadre d'une SCI à l'impôt société, le montant de ma plus-value, j'en perdrais pas loin de 55% en matière de fiscalité. Pour autant, juste un petit parallèle, parce qu'effectivement, les gens pensent souvent à la SCI, on a d'autres régimes qui peuvent être mis en place, je pense notamment à la SRL de famille, où là, effectivement, c'est une SRL qui peut faire de la location meublée entre membres d'une même famille, et dans lequel, souvent, on n'en parle pas trop, mais le conseil est quand même intuitu personnel, et il est vraiment propre à chaque individu. On peut réfléchir aussi à des démembrements de parts. Des démembrements de parts, pourquoi? Aussi pour anticiper des futures successions ou des transmissions, et donc de le faire à moindre coût. Donc ça, c'est effectivement à chaque cas est particulier, et nos experts étudient avec tout un chacun la meilleure option possible, mais c'est un élément beaucoup plus important. Donc effectivement, pour la SCI, attention, fausse bonne idée. Donc si je comprends bien, si je suis particulier, j'ai intérêt à faire plutôt de la location meublée que de la location au revenu foncier. Patrick?
Laurent, vous avez tout compris. C'est normal, vous êtes là pour ça. Cette fiscalité va vous permettre d'avoir des revenus complémentaires sans rajouter une fiscalité plus lourde. Donc c'est vraiment le bon régime. Et encore Laurent, on ne vous a pas tout dit. Aujourd'hui, un propriétaire qui serait en revenu foncier, en location nue, pourrait demain, en respectant certaines conditions, de rentrer dans la fiscalité de la location meublée beaucoup plus avantageuse. Alors d'ailleurs, à ce propos-là, je pense justement à un de mes clients qui m'a contacté la semaine dernière, qui me dit « Écoute Christelle, je suis propriétaire d'un appartement, je le loue en foncier depuis des années, là je paye vraiment trop d'impôts, c'est plus possible. Est-ce qu'il y a une solution pour limiter justement cette imposition ?» Alors, j'ai pensé effectivement à cette possibilité de passer du revenu foncier au revenu meublé. Par contre, il y a effectivement certaines conditions à respecter. Il faut faire ce changement de régime naturellement à la fin d'un mandat, c'est-à-dire qu'au départ d'un locataire, le propriétaire peut décider de meubler son bien, puis de faire signer un nouveau bail de location meublé au nouveau locataire. Il faut juste veiller à certaines conditions, comme par exemple ne pas être dans un engagement de défiscalisation type cellier, Duflot, Pinel. Voilà, ça c'est très important. Bon, ça c'est un petit peu aussi le job, enfin même principal de nos équipes, hein, d'arriver à matcher avec les différents régimes fiscaux qui existent, les différentes options. On a eu beaucoup de questions, Laurent, quand on a organisé ce web live sur différents autres régimes. Alors on s'est concentré aujourd'hui sur l'aspect meublé, mais c'est vrai que beaucoup de questions concernant les Pinel, les Malraux, enfin bref, tous les régimes d'accession à la propriété ou d'investissement qui peuvent exister. Patrick, finalement, c'est un métier qui évolue vraiment, la location. Oui, il y a vraiment une très grande évolution de notre métier aujourd'hui. On n'a plus des missions que de fiscalité et de comptabilité, on a également des missions de conseil. On est là pour aider donc les propriétaires à choisir le bon régime fiscal, la bonne structure, comme l'a indiqué Eric, et les accompagner tout au long de la vie de leurs biens. Parce qu'on les a à un certain moment, mais la vie peut évoluer, il peut y avoir des changements de situation, et on est là vraiment pour accompagner tous nos clients de bout à bout. Alors, on va en venir aux questions des internautes. Vous pouvez bien sûr continuer à communiquer avec nos community managers. Alors, j'ai quelques questions qui ont peut-être déjà été traitées durant cette émission, puisque certains nous ont rejoints en cours. Est-ce que la charge fiscale sur les revenus pour les résidents étrangers hors Union a été mise à jour récemment? Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, il faut savoir que pour les propriétaires non résidents, la fiscalité reste la même que celle des propriétaires résidents. La seule différence, ça va être au niveau de l'imposition lors d'un résultat bénéficiaire. Il y a un taux d'impôt qui est fixe à 20%. Et les prélèvements sociaux qui peuvent varier si le propriétaire réside ou pas dans l'Union européenne. Autre question pour ceux qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils ont certains plans qui leur sont favorables Alors je rebondis sur ce que disait juste Christelle avant. C'est vrai que ça c'est la fiscalité française et majoritairement, notamment avec nos amis de l'Union européenne, on a ce qu'on appelle les traités de non-double imposition. Donc très souvent ils ont une fiscalité forfaitaire de 20% en France qu'ils vont retraiter eux-mêmes dans leur propre fiscalité de leur pays sur lequel ils vont réintégrer l'impôt payé en France et déduire la fiscalité du pays. Donc c'est vrai que chaque cas est particulier, c'est un petit peu compliqué de répondre à une question de manière globale. Donc sur certains plans, il y a des solutions autres pour les étrangers ? Alors on a des solutions autres pour les étrangers, mais je dirais que plus ou moins spécifiques, suivant encore une fois leur volonté d'investissement, leur nature d'investissement, plus que liées à leur nationalité. Très bien, autre question, effet sur la fiscalité par rapport à la location en nu. Alors, on a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est bien d'y revenir, parce que c'est un message qui arrive en cours de route. Je pense que la principale différenciation entre les revenus fonciers, donc la location nue et effectivement la location meublée, d'un point de vue purement fiscal, c'est effectivement le fameux amortissement. Donc si par exemple, prenons un bien pour que ce soit très concret pour nos auditeurs, un bien qui m'aurait coûté par exemple 280 000 €, à peu près, hein, c'est un calcul de tête, je pourrais, bon an, mal an, déduire une charge fiscale et non pas financière de 10 000 € par an. Le terrain n'étant pas amortissable, on amortit, en gros, je la fais courte, c'est pour que bien on puisse comprendre. J'aurai donc à ce moment-là mes revenus annuels, duquel je vais déduire l'ensemble et la totalité des frais afférents au bien, moins l'intérêt bancaire éventuellement que je peux avoir si j'ai fait un emprunt pour acquérir ce bien, moins
ce fameux amortissement de 10 000 euros. Et c'est là où, effectivement, on se dit que très souvent, on arrive à générer du déficit fiscal. Ce déficit, je le rappelle, étant imputable que sur des revenus de même catégorie. Je ne pourrais pas imputer le déficit de la location meublée sur mes salaires. Alors, autre question, quelles vont être les options si le statut LMNP est supprimé? Qui répond? Patrick, peut-être, non? Allez, Patrick. Alors aujourd'hui, il faut savoir que le statut LMNP existe depuis très très longtemps, qu'il y a eu quelques modifications qui ont été apportées, mais il n'y a rien aujourd'hui. Je dirais, on rentre dans un régime BIC, bénéfice industriel et commercial. Pour l'instant, il n'y a pas de changement sur le statut fiscal du LMNP, loueur meublé non professionnel. J'indiquais tout à l'heure que le LMP, lui, a eu des modifications qui sont intervenues le 1er janvier 2020. Voilà ce qu'on a pour l'instant. On connaît aussi de la fiscalité. On rebondit sur un autre sujet, la sortie des dispositifs Robien et ZRR avec des prix en dessous du prix d'achat. Ça, c'est une vraie question qui est importante. Alors là, on sort un petit peu du cadre meublé. Peut-être, Patrick? Aujourd'hui, c'est vrai que dans certaines zones, il ne faut pas oublier que la ZRR, c'est des zones de revitalisation rurale qui ont été achetées à un certain moment et qui peuvent aujourd'hui être malheureusement à des prix moins élevés. Mais le propriétaire a quand même gagné en fiscalité pendant de nombreuses années. Donc, il faudrait vraiment faire un calcul cas par cas pour voir si réellement ils ont eu une perte ou pas. La location meublée saisonnière, imposition et le type d'assurance à y associer. J'ai envie de dire que là, Joker. Non, pas joker, mais je dirais que c'est une assurance locataire non occupant en termes d'assurance normale au niveau du bien. Voilà, je pense que là-dessus, c'est plus de la gestion quotidienne que simplement de la fiscalité ou de l'optimisation fiscale. Oui, en tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, la location meublée, qu'elle soit saisonnière ou à l'année, elle va bénéficier exactement de la même fiscalité. Autre question concernant le tourisme, puisqu'on vient d'avoir l'effet Covid qui est très important, on s'inquiète un peu. Quel avenir pour l'immobilier dans le tourisme? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, on a eu cette fameuse situation au Covid-19. Quel avenir? Je dirais, on ne va pas avoir la prétention de répondre à la question, mais si on regarde sur ce qui s'est fait dans le passé, sur les dernières années, on peut considérer qu'aujourd'hui, on a encore des plans et des promoteurs qui continuent d'investir dans le tourisme. Je pense que l'activité touristique en France est quand même une activité importante, qui fait quand même tourner l'économie de manière significative. Donc, j'aurais tendance à être relativement optimiste sur l'activité immobilière en matière touristique, sachant qu'aujourd'hui, tous les promoteurs ont aussi des réflexions de rénovation, puisqu'on sort de programmes qui ont été faits il y a 15-20 ans à l'heure actuelle et où effectivement les gens sortent de ces bâtiments qui étaient donnés à des gestionnaires en matière de location. Et aujourd'hui, on voit apparaître effectivement une vraie analyse, un vrai mouvement dans la rénovation pour effectivement que les biens des années 80 aujourd'hui correspondent à la demande des clients. Autre question, il y a une valeur maximum pour l'investissement dans la location meublée en non professionnel? Non, il n'y a pas de valeur... Pardon, Patrick. Allez-y. Non, aujourd'hui, il n'y a aucune valeur minimale. Tout à l'heure, Christelle l'a précisé. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un studio à 50 000 euros ou un chalet à 1 million d'euros. Je veux dire, il n'y a pas de valeur minimale, il n'y a pas de valeur maximale. Aujourd'hui, c'est vraiment d'acheter un bien, d'effectuer toutes les démarches pour le louer en meublé. Donc, le meublé en respectant donc, les textes et en signant, bien sûr, un contrat de location meublée. Alors, d'autres questions arrivent sur le chat. En foncier, qui dispose d'une cuisine peut-il... J'ai du mal à comprendre la question. Alors, on va en prendre une autre. Pour louer en meublé, il faut respecter une liste de mobilier définie par les textes. Ah oui, ça c'est tout à fait exact. Depuis juillet 2015, il y a un décret qui est sorti et qui précise vraiment le mobilier qui doit être installé dans les biens loués pour pouvoir prétendre à ce régime de loueur en meublé non professionnel. Bon, j'ai remis... Oui, allez. Non, j'ai juste rebondir sur quelque chose qui, entre guillemets, entre les deux, qui correspond aux deux questions précédentes. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions de gens qui nous disent est-ce que je peux louer un studio que j'ai acheté 40 000 euros ou est-ce que je suis légitime ou pas accessible à ce type de régime? Si jamais j'ai un chalet à 5 millions d'euros, le suis-je aussi?
Aujourd'hui, on a des clients qui ont des chalets, effectivement, avec des prix significatifs, qui peuvent et rentrer dans les régimes fiscaux, et rentrer également dans les régimes de récupération de TVA. Donc, effectivement, ce n'est pas le bien qui définit la nature même de la fiscalité, mais c'est plutôt l'usage qui en est fait. Et effectivement, comme disait Christelle juste avant, la manière dont il est construit, la manière dont il est meublé, définit qu'il est éligible ou non à cette défiscalisation en matière meublée. Je reviens sur la précédente question, j'ai mis les mots à l'endroit. On dispose d'une cuisine, est-ce qu'on peut considérer que c'est un meublé? Une cuisine équipée? Alors, oui. Je ne pouvais pas être sexiste, Laurent, mais pourquoi est-ce que tu regardes, on parle de cuisine et tu te tournes vers Christelle? Je regardais Patrick, parce que Patrick, il est très fort dans les desserts, surtout pour les déguster. Patrick. Aujourd'hui, une cuisine équipée fait partie, bien sûr, des meubles. Mais il n'y a pas que ça. Christelle parlait de l'article de juillet 2015, où là, on a une véritable définition des meubles qui sont apportés. On ne va pas les énumérer là, parce qu'on en aura pour un petit moment, mais il y a vraiment une liste complète de tous les meubles qu'il faut mettre dans l'appartement pour être considéré fiscalement comme loueur en meublé. La cuisine seule ne suffisant pas. La cuisine seule ne suffira pas. On rajoute au moins une plante verte alors et deux chaises. Non, il faut pouvoir vivre dans l'appartement. Il faut pouvoir vivre normalement dans l'appartement. Soyons factuels. Oui. Il faut un lit, il faut un canapé. Une table, des chaises. D'accord. Des assiettes, des couverts. Il faut vivre dans l'appartement sans que le locataire apporte quelque chose de plus. Il peut apporter du supplément pour lui, mais lui doit pouvoir vivre avec les éléments installés. Et un perroquet, non. C'est une option, Laurent. Plus sérieusement, on a Dominique qui nous demande, mes biens sont suivis chez MG. Merci. ZRR et Robien. Qui faut-il contacter pour un bilan clair et valoriser des options qui s'offrent à moi? Revente, changement de statut. Ah bah là, je crois qu'on a l'homme de l'art en direct de l'art à voir. Donc, je pense que c'est Patrick Doin et toutes ses équipes. Alors déjà, merci Dominique d'être client MG, mais je pense qu'effectivement, se retourner vers Patrick et toutes ses équipes pour donner le meilleur conseil possible, ça sera la meilleure solution pour Dominique. Allez le voir à la Ravoir, vous verrez, il y a une bonne machine à café. Et il faut qu'il le fasse très rapidement. Oui, bien sûr, parce qu'on a combien de jours encore pour payer, pour faire nos déclarations? Alors, déclaration d'impôt, là, je pense que c'était peut-être pas la question parce qu'on parlait d'options, mais déclaration d'impôt, on a jusqu'au 30 juin à partir du moment où vous faites appel à un expert comptable. Christian, je suis propriétaire d'un appartement en IMNP, les services fiscaux de Tenon me réclament le bail, me liant à Pierre et vacances. Ils souhaitent vérifier l'assujettissement à la taxe d'habitation. Alors oui, là je vais pouvoir répondre. Donc en fait, il faut savoir qu'un propriétaire qui donne son bien en location par l'intermédiaire d'un bail commercial n'est pas redevable de la taxe d'habitation puisque c'est la société de gestion qui va s'en acquitter. Et effectivement, les impôts sont en droit de réclamer une copie du bail commercial pour vérifier si le propriétaire est ou non éligible à cette taxe d'habitation. Philippe nous dit, je suis en location meublée, je passe en propriétaire bailleur au 1/7, c'est ça, avec un mandat de gestion pour le 1/7. Quel changement? Alors, pour le 1/7. C'est la notion de 1/7 qui nous perturbe tous les trois, j'ai l'impression. Oui, 1/7, j'ai bien compris. À mon avis, ça doit certainement vouloir dire qu'il a un bail commercial. J'ai envie de dire qu'il doit avoir un bail commercial en 7e année, peut-être, donc il doit avoir un engagement de location sur 9 ans. Je spécule un petit peu sur la question. Philippe, à mon conseil, appelez le standard. Demandez en direct, direct Patrick pour décrypter. Tout propriétaire qui sera engagé avec un bail, Laurent, de toute façon, il est engagé sur la durée du bail. Donc je dirais que quelque part, si c'est la question, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Et qu'en est-il pour la plus-value à la vente? Alors, la plus-value sur la vente, comme l'indiquait Eric tout à l'heure, le loueur en meublé non professionnel est soumis au régime des plus-values des particuliers. Donc, ne seront pas pris en compte les amortissements. On va prendre en compte le prix d'achat plus les frais, moins le prix de vente. Et ça dépend de la durée de détention du bien. Il aura des abattements par année de détention. Et au bout de 30 années de détention, il sera complètement exonéré d'impôts et de CSG sur la plus-value. La location para-hôtelière est-elle traitée de la même façon que la location meublée classique dans l'IFI ou bien est-elle considérée comme un outil de travail et à ce titre exonérée, avantages, inconvénients, etc. Alors il y a une différence entre le loueur en meublé, bien sûr, classique et le para-hôtelier, mais dans le para-hôtelier, il y a deux sortes de para-hôteliers.
la personne qui va faire elle-même les prestations para-hôtelières, qui va avoir un investissement complet dans son activité, qui sera considéré en BIC Pro, et la personne qui va mandater, par mandat ou par bail, l'activité de para-hôtellerie. Pourquoi paye-t-on la CFE et la taxe d'habitation pour une location saisonnière? Christelle. Alors, c'est difficile en fait, il n'y a pas de règle précise pour tout ce qui est CFE. Ça dépend vraiment des délibérations qu'ont pu voter les différentes communes. Certaines communes vont décider d'exonérer les loueurs de CFE, d'autres non. Donc, il n'y a pas de règle générale pour ce qui est CFE. Taxe d'habitation, évidemment, si le propriétaire occupe son bien, il va être redevable de la taxe d'habitation, sauf comme on l'a vu quand il est en bail commercial. Et la taxe foncière, naturellement, tout propriétaire doit s'en acquitter chaque année. Une interrogation sur les propriétaires expatriés. Et quelle est la question? On me demande. Aujourd'hui, je dirais que quand vous êtes expatrié, vous devez quand même faire votre déclaration en France sur la partie des activités réalisées sur le sol français. Charge à vous après de savoir si votre fiscalité globale est taxée dans le pays dans lequel vous êtes domicilié ou si à ce moment-là vous êtes domicilié en France. Quelqu'un qui serait domicilié en France, alors tout dépend de la catégorie de revenus. Donc là la question est très large parce qu'en fait ça dépend de votre statut d'expatrié et de quelle manière il a été traité. Donc là, il faut aussi appeler... je suis un peu désolé, mais c'est vrai que c'est vraiment, je disais tout à l'heure, du cas par cas. C'est vrai que l'optimisation des décisions fiscales, elles se font vraiment en fonction de l'individu. Une autre question, si l'on est en LMNP, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il faudrait passer en LMP? Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, aujourd'hui, on a eu un changement de loi au 1er janvier 2020. Avant, on devait s'immatriculer au registre du commerce pour être LMP. Maintenant, si on respecte les deux conditions, plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires est supérieur aux autres revenus professionnels du foyer fiscal, on est de plein droit dans le régime LMP. Alors je reviens sur la question de Philippe, parce que ça y est, j'ai la traduction. Sachez que ce n'est pas moi le spécialiste de la fiscalité, c'est eux, et c'est moi qui prends les questions. Donc essayez d'être assez clair dans vos questions. Donc Philippe, je suis en location meublée et je passe en propriétaire bailleur au 1er juillet 2020. Voilà le 1/7 que je cherchais tout à l'heure, avec un mandat de gestion pour le 1er juillet 2020. Quel changement ? Alors, je pense comprendre qu'en fait, c'est une personne qui doit être en bail commercial, qui arrête son bail et qui veut poursuivre son assujettissement à la TVA pour ne pas avoir à remettre en cause le remboursement initial. Donc ça, c'est tout à fait possible. À la fin du bail, on peut dénoncer le bail avec le gestionnaire. En revanche, pour ne pas avoir à reverser cette fameuse TVA, il faut poursuivre l'activité en signant un mandat de location avec une agence locale ou une conciergerie. En tout cas, il faut que le propriétaire continue à fournir les services para-hôteliers dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Bail ou réaliser soi-même les prestations. Voilà. Pierre nous demande comment calcule-t-on l'amortissement annuel à l'AMNP ? Alors, le fameux amortissement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc effectivement, quand vous achetez un bien, on a un coût de revient, droit d'enregistrement compris. On a une quote-part qui correspond au terrain qui, elle, n'est pas amortissable. Donc si je prends un bien, mettons, de 300 000 euros, si un coût de revient de 300 000 euros et que je considère que la valeur du terrain par rapport effectivement au lieu géographique dans lequel je me trouve vaut 50 000 euros, ça veut dire que j'aurai une base taxe amortissable de 250 000 euros. On considère qu'en principe, c'est un amortissement sur une durée moyenne de 25 ans. Et donc, ce qui me donnerait, dans cet exemple-là, 10 000 euros d'amortissement déductible fiscalement. Je dis bien fiscalement, puisqu'il n'y a pas de flux financier ni comptable, c'est juste fiscal par an. Raymond demande donation partage sur un bien LMNP, possible ou non ? Alors, tout est possible. Oui, Patrick ? Oui, la donation partage est possible. On peut faire un démembrement sur un bien immobilier. La particularité, c'est que si on démembre, les enfants vont être tenus propriétaires, les parents vont rester usufruitiers. C'est eux qui vont devoir déclarer les revenus locatifs. Et malheureusement, ils ne pourront pas faire un amortissement total, comme l'a dit Eric, mais ils ne pourront faire un amortissement que sur la valeur de l'usufruit. Donc, il y a vraiment un calcul à faire parce que là, on aura un avantage moins important. On peut avoir dans ce cadre-là des avantages liés
au droit successoral, au droit de la famille, et pour autant perdre cet avantage de la location meublée non professionnelle, du fait qu'effectivement l'usufruitier c'est celui qui déclare. Plus je suis âgé, plus je suis malheureusement avec un abattement minoré, et donc je ne pourrai pas déduire totalement ce fameux amortissement. Nouvelle question qui m'arrive à l'instant. Pour la dernière remarque sur le passage automatique en LMP, quels revenus sont considérés que les revenus déclarés en France ou les revenus à l'étranger quand on est expatrié? Patrick? Alors, on va prendre aujourd'hui donc les revenus en France. On va comparer donc les revenus locatifs avec les revenus en France. Autre question de Véro, comment faire un avenant à un bail location meublée pour spécifier le paiement de la taxe ordure ménagère pour l'année prochaine, car non décrite dans les charges et non acceptée cette année par le locataire? Là, on est plutôt sur un problème de droit. Donc, si je suis un bail, il va falloir étudier le bail. Si j'ai la possibilité de faire un avenant, puisque si on est sur une relation contractuelle, il faut que les deux parties soient d'accord. Si je suis en fin de bail, à ce moment-là, c'est la signature d'un nouveau bail, mais on ne va pas pouvoir le faire de manière unilatérale si ce n'était prévu à l'origine. D'ailleurs, à ce sujet, dans le quotidien, au niveau des droits et des conflits avec les locataires, il y a des choses qui reviennent régulièrement? Très souvent, et notamment dans les résidences gérées, c'est souvent l'entretien des communs, l'entretien du bien, de l'appartement en question que vous donnez au gestionnaire. Donc souvent, c'est plus dans la relation propriétaire-gestionnaire et la relation contractuelle qu'ils ont entre eux où ça revient. C'est pas tellement, donc nous on ne le vit pas forcément très souvent d'un point de vue purement fiscal. On vous remercie de votre présence. Patrick, bravo. Merci Laurent. Plongez dans Merci. le lac, hein. Il y a une jolie blonde qui vous attend juste derrière. Hein. Oui, oui. Avec plaisir. Merci Laurent. Merci. Christelle, merci. Merci à vous, Laurent. Et puis bien sûr, l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices restent à la disposition des clients MG et de ceux qui nous ont regardés. Eric, à bientôt pour un nouveau web direct. Avec grand plaisir. J'espère que les téléspectateurs auront apprécié les interventions de Christelle et de Patrick, et le groupe MG est ravi de pouvoir intervenir régulièrement pour pouvoir vous proposer des interventions sur divers thèmes liés à nos métiers. Bien sûr, à très bientôt sur Savoie News et sur bien sûr la chaîne YouTube d'MG. Et merci bien sûr au service communication qui a géré en direct toutes ces questions.